Alors le mot énergie est un mot grec, grec ancien, on le trouve chez Aristote, et donc à partir de ce constat, on a envie de conclure que le mot énergie fait partie du vocabulaire de la science depuis quasiment les origines. En fait, chez Aristote, l'énergie, c'est une espèce de passage entre ce qui est potentialité, ce qui est puissance, en acte. Et donc c'est la force en action, on pourrait dire. Aujourd'hui, dans la langue française, le mot énergie est victime d'une sorte de polysémie. Il désigne aussi bien l'élan, la vitalité, la puissance, l'énergie elle-même, bien sûr, mais aussi beaucoup d'autres choses, de sorte que c'est un mot dont il faut clarifier la portée, la signification, et surtout l'usage qui en est fait dans le cadre de la physique. À ma connaissance, la première occurrence scientifique du mot énergie est finalement assez récente. Elle date du début du XVIIIe siècle. On trouve ce mot énergie cité dans une lettre que Jean Bernoulli, de la grande famille des Bernoulli, écrit en janvier 1717 à Jean Varignon, qui est un jésuite. Et dans cette lettre, Bernoulli définit l'énergie comme le produit de la force exercée sur un corps par le déplacement infinitésimal de ce corps. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le travail mécanique. Mais à l'époque, la notion d'énergie réduite au travail mécanique n'était pas assez puissante pour coloniser toute la physique. En fait, il faudra attendre le 19e siècle, avec la naissance de la thermodynamique, pour que le concept d'énergie se clarifie. C'est un processus très long qui a mis à contribution plusieurs grands acteurs et qui aboutit, après beaucoup de difficultés, à une clarification conceptuelle qui a en fait été bien marquée par Max Planck. Max Planck, le physicien bien connu, qui plus tard découvrira les quantas de lumière, ou la quantification d'échange d'énergie entre la lumière et la matière. Max Planck définit l'énergie comme étant, par définition, une grandeur qui se conserve. C'est-à-dire qu'elle est la même à l'issue d'un processus qu'au démarrage du processus, de sorte que la seule chose qu'on peut faire avec de l'énergie, c'est soit la transférer depuis un système où elle est déjà présente vers un autre système, ou bien modifier la nature de cette énergie. Par exemple, on pourra transformer de l'énergie thermique en électricité, de l'électricité en énergie mécanique, etc. Et donc le propre de l'énergie est d'être une grandeur nomade, dont la quantité se conserve. Alors au XIXe siècle, le concept d'énergie va apparaître, mais de façon très lente, parce qu'il va exiger une très grande clarification conceptuelle qui va prendre à peu près 4 décennies. L'idée que l'énergie se conserve, elle est exprimée par Helmholtz, un physicien allemand, dans un livre qu'il publie au tout milieu du XIXe siècle, mais il l'appelle pas énergie. Le titre qu'il donne à son ouvrage, c'est Über der Erhaltung der Kraft, qu'on pourrait traduire en français par Sur la conservation de la force ou bien de la puissance. Et ce travail conceptuel dont je parle va consister à clarifier les notions, à les séparer, à distinguer la force de l'énergie, de la puissance. Et celui qui va conclure ce travail, c'est Max Planck, qui va publier dans les années 1880 un titre qui porte presque le même titre que le titre du livre d'Helmholtz, Über der Erhaltung der Energie, c'est-à-dire l'énergie, c'est l'énergie évidemment, et c'est elle qui se conserve et non pas la puissance, non pas la force. L'énergie finalement se distingue de la puissance. La puissance, elle mesure le rythme auquel l'énergie est délivrée. Et donc elle s'exprime toujours par le produit d'un effort, par un flux. Alors l'effort, ça peut être une force, ça peut être une tension, ça peut être un couple, ça peut être toutes sortes de choses. Et puis le flux, ça peut être une vitesse angulaire, une intensité, etc. Et j'insiste sur cette différence parce que beaucoup de gens confondent encore puissance et énergie. J'en veux pour preuve que quand on interroge, paraît-il, les Français sur quel est le corps qui pour eux symbolise le mieux l'énergie, ils répondent le TNT. Or le TNT est un corps qui contient très peu d'énergie, en tout cas 1 kg de TNT contient 10 fois moins d'énergie qu'1 kg de pétrole. La différence entre les deux, c'est la puissance à laquelle cette énergie est délivrée. Le TNT, il explose, donc il libère son énergie très rapidement, alors que le pétrole, lui, est capable de brûler lentement, et donc il délivre son énergie à faible vitesse, d'où la puissance faible qui lui est associée, alors que le TNT a une puissance très élevée, bien que son énergie soit moindre. Au début du XXe siècle, il va y avoir un théorème
démontré par une jeune femme qui s'appelle Amy Noether, qui est mathématicienne en fait, et qui va produire un théorème très important en physique, qu'Einstein lui-même saluera comme un pas décisif dans l'histoire de la pensée mathématique. Et ce théorème de Noether oblige à changer la conception qu'on se fait de l'énergie. Ce que démontre cette jeune femme en 1918, c'est que on doit tirer les conséquences du fait que lorsqu'on écrit une équation physique, dans laquelle le paramètre t qui désigne le temps apparaît, eh bien ce paramètre t ne dépend pas du temps. Ce qui veut dire que la loi physique qu'on est en train d'écrire a une valeur de vérité qui ne dépend pas de l'instant ou du moment ou de la journée ou de l'époque à laquelle on applique cette loi. Ce qui veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. En termes jargonneux, ça donne les lois physiques sont invariantes par translation du temps. C'est-à-dire que si on change la référence de l'instant zéro qu'on a choisi, ça ne modifiera pas les lois physiques qui s'appliquent au réel. Et ce que démontre Amy Noether, c'est que cette invariance des lois physiques par translation du temps implique la conservation de l'énergie. Ça veut dire que la conservation, au lieu d'être constatée quand on fait des expériences de boules de billard par exemple, est une conséquence très profonde d'une loi elle-même très profonde de la physique, à savoir que ces lois physiques ne changent pas au cours du temps. Alors ça a des conséquences évidemment très importantes. La première, c'est que nul n'a jamais produit d'énergie. Puisque l'énergie se conserve, pour en avoir, il faut déjà en avoir, et puis éventuellement transformer la forme qu'elle prend. Personne ne produit d'énergie, puisque l'expression produire de l'énergie sous-entend qu'on pourrait la créer à partir de rien. Or, ce que nous dit le théorème de Noether, non, c'est pour avoir de l'énergie, il faut déjà en avoir, pour soit en changer la nature, soit la transférer depuis un système vers un autre système. L'autre leçon, c'est qu'on ne peut pas non plus consommer de l'énergie. Si vous mettez un litre de pétrole dans votre réservoir de voiture, vous allez pouvoir, grâce à lui, rouler, c'est-à-dire produire de l'énergie mécanique, chauffer la route un petit peu par le frottement, chauffer l'air également, allumer vos phares, donc il y aura une conversion partielle de l'énergie qui était présente dans ce litre d'essence en électricité, etc., ou en lumière. Et donc vous allez pouvoir faire des transformations, mais si vous faites le bilan à la fin, vous constaterez que aucune énergie ne s'est dissipée dans l'affaire. Il y a à la fin autant d'énergie qu'il y en avait dans le litre de pétrole que vous avez consommé. Donc vous n'avez pas consommé d'énergie, vous avez simplement transformé la forme qu'avait l'énergie. Au début, elle était très organisée dans le litre de pétrole que vous avez mis dans votre réservoir, et puis peu à peu, elle s'est transformée, elle s'est dégradée, dirait-on, en chaleur à la fin. Ça veut dire que sa capacité à être transformée s'est amoindrie, mais la quantité d'énergie, elle, est restée constante. Et donc, quand on dit qu'on a consommé de l'énergie, en fait, on devrait dire qu'on a produit de l'entropie. L'entropie, c'est la fonction clé dans cette histoire. Qu'est-ce que c'est que l'entropie? C'est une grandeur qui mesure la capacité qu'a un système à évoluer spontanément. Plus l'entropie d'un système est basse, plus il a tendance à évoluer spontanément. Au contraire, si le système a une entropie qui est élevée, sachant que l'entropie ne peut que croître, si elle est déjà élevée, eh bien, elle ne pourra pas beaucoup changer, de sorte que le système aura peu de chances d'évoluer spontanément. Et donc, consommer de l'énergie, c'est simplement produire de l'entropie, c'est-à-dire c'est passer d'une forme où l'énergie est très organisée à une forme où l'énergie est moins organisée, sans changer, j'insiste là-dessus, la quantité totale d'énergie dont le système a pu disposer. Quand on parle d'énergie, alors on pourrait aussi ajouter qu'une ultime conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'énergie renouvelable et que l'appellation énergie renouvelable est une sorte d'abus de langage. On comprend ce que ça veut dire, mais en réalité, ce qui est renouvelable, c'est le processus physique à partir duquel on va extraire de l'énergie, par exemple la lumière qui nous vient du soleil, ou bien le vent qui vient faire tourner les pales d'une éolienne. Cette source d'énergie, d'une certaine façon, est continue, du moins tant qu'il y a du vent ou tant qu'il y a de la lumière solaire. Mais elle n'est pas renouvelable au sens où dès qu'on l'a dégradée
comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire dès qu'on a consommé, entre guillemets, de l'énergie, c'est-à-dire produit de l'entropie à partir de cette source primaire, eh bien, cette énergie est dégradée, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc, le mot renouvelable devrait être davantage précisé pour ce qui est de sa signification quand on l'emploie. Et l'autre chose qu'il faut dire à propos de l'énergie, c'est évidemment la découverte qu'Einstein a faite en 1905. Bon, Einstein n'est sans doute pas le premier à avoir écrit la fameuse formule E égale mc2. C'est une formule qui est en fait portée par les équations mêmes de l'électromagnétisme. Et d'autres physiciens ont sans doute utilisé ou écrit cette formule avant lui, mais lui en a trouvé la véritable signification. Dans un article très court qu'il publie en septembre 1905, Einstein fait l'hypothèse qu'on dispose d'un corps qu'on chauffe et qui donc émet de la lumière. Alors si la température de ce corps est faible, la lumière émise par ce corps sera de la lumière infrarouge, donc invisible, mais c'est quand même de la lumière. Et cette lumière, comme on le sait, n'a pas de masse. Donc quand on chauffe un corps, il émet des ondes électromagnétiques qui elles-mêmes n'ont pas de masse. Et donc un raisonnement intuitif nous fera dire que ce corps perd de l'énergie sous forme de lumière sans perdre de masse. Et ce que montre Einstein en appliquant les principes de la relativité qu'il a publiés quelques mois auparavant, en juin 1905, c'est que cette conclusion est fausse. C'est-à-dire que si le corps perd de l'énergie, même si l'énergie sous la forme, même si la forme sous laquelle il perd de l'énergie est sans masse, ce qui est le cas pour la lumière, il va perdre quand même de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Autrement dit, même si les particules émises par ce corps sont sans masse, le corps perdra de la masse du seul fait qu'il perd de l'énergie. Et ce que montre Einstein par sa formule, c'est que la quantité de masse perdue par le corps est égale à l'énergie qu'il a perdue, divisée par le carré de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire c élevé au carré. Et la grande force de l'article d'Einstein, c'est de dire, mais si la forme sous laquelle le corps perd de l'énergie n'est pas lumineuse, par exemple si c'est de la radioactivité par laquelle un noyau va émettre un électron, si c'est de la radioactivité bêta, eh bien, ça sera quand même E égale mc2, qui sera la formule permettant de comprendre le bilan énergétique du processus. Autrement dit, même s'il n'y a pas de lumière mise en jeu dans le processus par lequel un corps perd de l'énergie, on retrouvera quand même la vitesse de la lumière dans la formule qui décrit le processus. Ce qui veut dire que la vitesse de la lumière change de statut. Elle n'est plus seulement la vitesse d'un phénomène physique particulier qu'on appelle la lumière, elle devient une constante fondamentale de la physique qui intervient dans tous les processus par lesquels un corps peut perdre de l'énergie, y compris, j'insiste, les processus non lumineux. L'autre leçon de cette formule, c'est que tout corps possède de l'énergie du seul fait qu'il possède de la masse. Même s'il est immobile, dans son référentiel, il est immobile, eh bien, il aura de l'énergie du seul fait qu'il est massif. Et quand vous faites le calcul, vous vous rendez compte que l'énergie présente dans n'importe quel gramme de matière est colossale, parce qu'on l'a dit, on la multiplie par le carré de la vitesse de la lumière exprimée en mètres par seconde. Donc c'est une énergie colossale, bien supérieure à la totalité de l'énergie que nous absorbons pendant une vie entière pour alimenter notre métabolisme. Et donc une des questions que je vous pose, c'est d'où vient que nous sommes obligés de manger autant? À chaque repas, nous ingurgitons environ 1 kg de nourriture. Or, par exemple, l'explosion de la bombe d'Hiroshima a simplement transformé 1 gramme de matière, fissile de l'uranium, en énergie. 1 gramme de matière, c'est la puissance de la bombe d'Hiroshima. D'où vient que nous mangeons autant? Comment se fait-il que cette énergie nous traverse sans nous faire exploser? La formule d'Einstein a d'autres conséquences. Par exemple, on peut la lire dans les deux sens. Là, on vient de parler de cas où la matière contient de l'énergie, mais il y a des situations dans lesquelles on peut lire cette formule comme étant de l'énergie peut devenir de la masse. Par exemple, quand on fait une collision de particules à haute énergie, comme ça se fait au CERN avec le collisionneur de protons qui s'appelle le LHC, eh bien, on comprend les phénomènes
physiques auxquelles nous assistons dans ces expériences comme étant la transformation de l'énergie cinétique des particules en de nouvelles particules. Et donc on a une situation dans laquelle une propriété d'objet, en l'occurrence la vitesse des particules, se transforme elle-même en objet. C'est presque aussi étonnant que si on vous disait que la hauteur de la tour Montparnasse, qui est une propriété de la tour Montparnasse, pouvait se transformer en tour Eiffel. Ou que si on vous disait que la vitesse d'un scooter peut devenir un vélo ou une trottinette. On a là une situation qui philosophiquement est intéressante. La propriété d'un objet, sa vitesse, peut devenir un autre objet.